Manouk, en préparant cette interview, je vous ai demandé de bien vouloir réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs dans votre parcours de jeune homme, d'homme, d'écrivain. C'est à vous, quel est votre panthéon littéraire? Alors, je ne sais pas si on peut parler d'un panthéon littéraire, parce que c'est plutôt quelque chose d'un peu bordélique. Alors que le panthéon, c'est bien rangé. Il y a plusieurs réponses à cette question, par genre ou par auteur, etc. La première chose que je pourrais dire, c'est que dans les styles littéraires, j'ai d'abord été très marqué par les petits bouquins courts et denses. Tortilla Flat de Steinbeck, les Salinger, mais quelques bouquins de Malaparte, naturellement Buzzati, de toute évidence, les Amok de Stefan Zweig. Voilà, ce genre de petits livres qui permettaient très vite d'être totalement immergé dans un sujet, mais surtout dans une écriture. C'est ça qui m'a fait. Moi, ce que j'aime dans le métier d'écrire, c'est l'écriture. J'aime vraiment ça, quoi. Après, en même temps, j'ai été fasciné par, il y a très longtemps, par des écrivains de sagas. Les sagas de Michener sur l'Amérique, par exemple, où en sortant du côté historique, il y avait les bouquins d'Arthur Hailey qui construisait des espèces de gros polars sur thème par thème. C'est lui qui a fait Airport. Après, il a fait Hôtel, sur l'univers des hôtels. Il a fait Detroit, sur l'univers de la voiture. Ça, c'est une révélation. Je me suis dit, mais voilà, on peut dire dans un bouquin plus que simplement l'intrigue entre des personnages. On peut amener derrière un fond costaud, toute l'histoire d'un canyon, ou toute l'histoire d'une ville, ou toute l'histoire d'une industrie, etc. Et combler aux premières remarques sur l'écriture des petits bouquins, ça m'a beaucoup marqué. Après, il y a quelques déclencheurs. Le déclencheur, c'est le livre d'Ersu Uzala. C'est le livre Rencontre avec des gens extraordinaires, Gurdjieff. Et dans le côté roman, les deux gros coups de cœur, c'est John Irving, Le monde selon Garp, et 100 ans de solitude. Je me suis dit, voilà, si on peut raconter des histoires comme ça, avec ce souffle, avec cette ampleur, sans jamais perdre de densité dans le détail, si je peux faire ça, en tout cas, je me suis même pas dit si je peux faire ça, je me suis dit, je vais prendre un pied à essayer de faire ça, quoi. Même si ça débouche en rien. Et donc après viennent d'autres auteurs qui, en partant de petits bouquins, arrivent sur des grands bouquins. J'ai abordé naturellement Stefan Zweig par Amok. Et après, j'ai pratiquement tout lu. On ne peut pas lâcher. 24 heures, la vie d'une femme, la scène des mains. Et c'est pour ça que j'ai tenu à ce que Mato Grosso se passe dans la villa, dans la chambre même où est mort Zweig, à Petropolis, que je voulais absolument avoir un jour dans mon histoire littéraire, entre guillemets, un lien avec cet homme-là. Un fil rouge. Un fil rouge avec cet homme-là. Après, il y a par exemple, je suis arrivé à aussi un autre grand auteur sud-américain qui me sidère, c'est Georges Amado. Et je suis arrivé à Georges Amado par Le Capitaine des Sables. Capitaine des Sables, qui est un tout petit bouquin. Et puis on arrive à Donia Flores, la boutique au miracle. La boutique au miracle. Et quand on arrive à Donia Flores, c'est de Marie. Et c'est de Marie. Et qu'on tombe sur le film, et qu'on tombe sur la musique de Chico Buarque, on se dit, bon, voilà, tout est dit. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi. Ouais. Mais vraiment, le choc de John Irving était fondateur, je crois, au niveau de l'écriture. Ouais. Au niveau de la construction, je pense être plus proche de Amado et Marquez. C'est-à-dire que j'aime bien ce foisonnement, ces histoires qui partent dans tous les sens, s'attacher à des petits personnages dont on sait très bien qu'ils ne vont pas aller jusqu'au bout, mais on lui donne une vraie vie quand même. Chez Irving, ça a été le souffle de la construction, c'est-à-dire parler. Je me souviens plus dans quel bouquin, c'est pas dans Le monde selon Garp. Dans Le monde selon Garp, je crois que c'est dans celui-ci qu'il y a naturellement la scène de la fellation tragique par temps de brouillard. Mais dans un autre livre,
Ah, c'est peut-être celui-là quand même. Ou c'est dans l'autre Hampshire Hotel, je crois. Où il raconte comment un de ses personnages principaux meurt soudainement d'une rupture d'anévrisme. Et il a 2 phrases pour le dire, 3 phrases, quoi. Il a une phrase qui... La scène est en train de se dérouler, la personne est assise sur un perron, je crois. Et il y a une première phrase qui marque l'étonnement de la personne, une deuxième phrase qui donne la sensation de quelque chose de tiède qui coule à l'intérieur de son crâne, et la troisième phrase qui dit qu'elle est morte. Et je trouve ça vraiment, au niveau de la construction, c'est quelque chose de superbe. Je suis très très attaché à ça, je suis très attaché à l'écriture. Quand je rends des manuscrits et que j'ai certains titres, par exemple, j'aime bien transitiver certains verbes. Je mets dans Yahoo Lelger, j'ai dit que la peur lui frissonne le ventre. Et naturellement, quand ça vient, mon éditeur, lui qui me connaît maintenant, ne fait plus rien, mais le correcteur met erreur. En français. Verbe transitif. Et pour ne pas perdre de temps à défendre ce point de vue, j'ai avec Alba Michel et avec Hugo une procédure qui consiste à écrire en marge coquetterie d'auteur. Ça veut dire que celle-là, alors... On ne discute pas. On ne discute même pas. Et ce genre de coquetterie d'auteur, quand je tombe dessus dans des bouquins que je lis, je suis... mais c'est mon vrai bonheur de lecture, quoi. Vraiment mon vrai bonheur de lecture. Ça, les allitérations. Et alors j'ai une particularité, c'est pour ça que je ne vais pas beaucoup plus loin sur ce panthéon littéraire. Enfin, ça met déjà quand même pas mal de beau monde. Ouais. On est bien là, on est en bonne compagnie. Mais si je devais rajouter quelque chose, d'ailleurs, ce serait des trucs très bizarres. C'est les bouquins d'un gars qui s'appelle le Marquis de Wavrin, qui était un noble belge, qui au début de l'avant-dernier siècle, au début du XXe siècle, est parti faire des expéditions incroyables dans des contrées incroyables. Et il ramenait des livres de souvenirs de ces expéditions, qui étaient le truc qu'on rêve de faire quand on a 20 ans, quoi. Très détaillés, avec toutes sortes de petits détails. Et c'est vraiment l'idée que je me faisais des explorateurs nobles. C'est-à-dire, pas comme aujourd'hui, qui ramènent 500 tonnes de matos pour aller faire un aller-retour en 2 mois quelque part. Non. Le type, il partait 1 an, 2 ans, 3 ans, et il revenait avec des carnets qui étaient presque des romans à tout seul. C'est là que j'ai appris une scène que je replace quelque part, que par exemple, les caïmans sont tellement gloutons qu'ils mangent quelquefois, surtout la chair humaine, trop vite, et qu'elle se décompose trop vite en gaz, et que ça les tue. Ça fait comme un ballon de gaz, ils les retournent sur le dos, et comme ils ont les narines sur le dessus du nez, sur le dos, ils se noient. Voilà, donc le Marquis de Wavrin, oui, il faut que je le rajoute à ça quand même, le Marquis de Wavrin. Mais je voulais juste te dire à propos de la lecture, c'est que j'ai fait une grosse connerie en 69, pendant un voyage aux États-Unis. 69, c'était la grande période hippie. San Francisco, c'était un nuage d'herbe. Et moi, je logeais presque au carrefour de Haight-Ashbury, qui est la Mecque du mouvement hippie. J'étais juste un peu plus loin, j'étais à Cold Street. Et je n'ai pas fréquenté longtemps un petit groupe, comme il y en avait des milliers à l'époque, et qui considérait que la mémoire était bourgeoise. Et en très peu de temps, ça s'est passé en quelques semaines, j'ai désappris à mémoriser. Mais vraiment, je serais... C'est-à-dire, dans un premier contact, un truc comme ça, s'attacher plus à des choses émotionnelles, etc. En toute honnêteté, je ne suis pas certain de pouvoir aujourd'hui vous dire votre prénom et votre nom. C'est pas grave. Non mais, ce que je veux dire, ça en est là. Ce qui est important, c'est vous. Voilà, non mais, pour vous dire, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ça me joue des tours terribles. Heureusement que la plupart des salons, on les fait ensemble avec ma femme, c'est qui est la boîte noire. Mais comment vas-tu Chérie, tu pourrais me présenter. Non, juste ne dis rien. Quand j'ai dit ça, j'ai dit ah oui, on me connaît. Tu te souviens, oui, en Islande. Ah oui, tu es et j'attends le. Mais dans la lecture, ça me donne quelque chose de très particulier, c'est que je sais que j'ai aimé les bouquins, je sais que je les ai beaucoup aimés, tous ceux dont on a parlé là. Je serais incapable de raconter l'histoire. Je peux relire 10 fois le même bouquin avec exactement le même plaisir.
C'est-à-dire que je le redécouvre au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je lis, je me rends compte que je connais, que j'ai déjà lu ça. J'y retrouve le même plaisir et ça ne me dévoile pas ce qui va venir parce que j'ai encore la même surprise derrière. Et par exemple, si j'ai encore oublié un bouquin qui est pratiquement un bouquin de chevet, c'est L'arrangement d'Elia Kazan. Et ce bouquin-là, je serais incapable, je serais incapable de vous dire un seul nom de personnage. Même pas le personnage principal. Je peux vous résumer l'intrigue, mais à grands traits. Mais je sais que je peux le prendre et me mettre sur la terrasse, et je le lirai avec le même plaisir. Donc ça me donne un rapport à l'écriture, à la lecture qui est très particulier. Un rapport de passionné, et puis je pense qu'à un moment donné, on a l'esprit très... Plus on se nourrit, plus... Il y a des choses qui nous échappent. Mais en revanche, vous souvenez-vous de votre premier émoi littéraire? Votre premier choc? Alors, si c'était... Un auteur ou une œuvre? Si c'était vraiment gamin, tout à fait gamin, Oui. C'était dans la collection verte, je crois. Donc j'avais 10-12 ans, un truc comme ça. Et c'était un bouquin qui s'appelait Les garçons de la rue. C'est une rue de Paris dans le nord, dans le 20e, je crois. Peut-être que le nom va me revenir. Et c'est terrible parce que c'est l'histoire d'une bande de gamins du côté de Saint-Maur, là-bas, Belleville, etc. Et qui se retrouvent et qui font des bêtises ensemble. Et à un moment, parmi les bêtises qu'ils font, ils se chamaillent entre deux bandes un peu rivales, on va dire. Et au cours d'une chamaillerie, il y en a un qui tombe dans une fontaine. On est en hiver. Et il chope la crève et il en meurt. Et c'était la première fois dans mes lectures qu'un personnage mourait, mais un personnage enfant. C'est une lecture pour enfants. Et j'étais sidéré par... à la limite par la franchise de l'auteur. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'étais secoué par le fait que ce héros puisse mourir. Dans un deuxième temps, j'étais content parce que la littérature rejoignait la vraie vie, quoi. J'avais vu mourir autour de moi des gens, déjà des gens âgés, des parents. Et dans tout ce que j'avais lu avant de la littérature, il faut rajouter aussi La Guerre du Feu à la liste. J'ai ça bien vu. Mais parce que c'est les garçons de la rue, je rechercherai, je vous dirai. Alors, si vous ne deviez... Alors, pardon, excusez-moi. Si on cherche quelque chose d'autre après, plus tard, je pense que Amok a été un choc. Amok a vraiment été un choc. C'est-à-dire que... parce qu'Amok, c'est un choc à tous les niveaux. C'est-à-dire que... Amok, c'est presque un homme qui raconte une histoire de femme. Et c'est une histoire qui est forcément tragique. Et on ne sait d'ailleurs même pas si c'est une vraie histoire, puisqu'elle raconte ça à quelqu'un sur un bateau. Absolument. Et d'un seul coup, en un tout petit bouquin, il y a tout ce qui me plaît dans la littérature. C'est-à-dire embrouiller le lecteur, jouer des personnages, faire raconter la vie d'un personnage par un autre, ou la faire comprendre par un autre. Ça, c'est un vrai choc, ça. Et puis, dans le recueil de Buzzati, c'est peut-être le recueil qui s'appelle Le Cas, je crois, une nouvelle dont je ne me souviens plus le titre, et qui raconte juste la vie d'un chemin de fer. C'est-à-dire qu'il y a un petit village en montagne, il y a 3-4 pages qui évoquent le projet d'une ligne de chemin de fer, il y a 3-4 pages qui évoquent la construction de la ligne de chemin de fer, il y a 3-4 pages qui évoquent l'âge d'or de la ligne de chemin de fer, 3-4 pages qui vont expliquer le déclin de la ligne de chemin de fer et l'abandon de la ligne de chemin de fer. Et quand on a fini de lire cette ligne de chemin de fer, c'est la vie qu'on a vu dérouler. C'est exactement une vie. Et je me suis dit, il faut rajouter Kafka aussi. Et je me suis dit, quand on est capable d'écrire ça, sans avoir besoin de dire, les mecs, ça vous fait pas penser à la vie, mais en faisant que le lecteur de lui-même se dise, merde, putain, c'est la vie quand même. Et je me suis dit, ça, c'est très fort.